Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes. Ce soir, nous poursuivons notre voyage à travers l'histoire d'Édouard Bresson, l'humoriste aux 1000 sourires et au cœur fragile. Dans cette deuxième partie de Quand on n'a que l'humour, les masques tombent peu à peu et la lumière de la scène ne suffit plus à cacher les ombres du passé. Installez-vous confortablement, laissez la voix vous guider. Et reprenons ensemble le fil de cette histoire humaine, tendre et bouleversante. Chapitre 8. Décembre 1981. Son frère lève le regard vers le ciel noir d'encre et Édouard murmure à son intention. « Merci d'être là. » Jonathan ne répond rien, il est complètement absorbé par la voûte céleste, les sourcils froncés pour se concentrer de toutes ses forces. Je ne la trouve pas, la grande ours. Édouard se penche par la fenêtre de la chambre et, de l'index, montre à son cadet la célèbre constellation. Là, tu vois, ça forme une casserole. Le manche, juste à droite. Jonathan hoche la tête, satisfait. « Allez, on ferme la fenêtre, sinon maman va râler à cause du chauffage », ajoute l'aîné en reculant le fauteuil roulant de quelques centimètres pour pouvoir accéder plus facilement à la poignée. Jonathan essaie de rentrer à la maison depuis 1 mois, à présent. Après avoir passé un peu plus d'1 an dans un centre de rééducation au bord de la mer, à 2 heures de route de Gonfreville-Lorcher. Édouard a beau être allé rendre visite à son frère tous les mois, il n'en a pas moins été étonné, voire impressionné de constater à quel point ce dernier a changé, à quel point le petit garçon était devenu un enfant de 6 ans sérieux et réfléchi comme s'il avait grandi d'un seul coup, sans l'attendre. Après l'accident, Jonathan avait été évacué en hélicoptère à l'hôpital du Havre et cet événement inédit était resté dans les mémoires de tous les habitants du quartier. Édouard était devenu le frère du gamin qui a été emmené en hélicoptère, tu ne te rappelles pas? C'était un dimanche en fin de matinée, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de tondre la pelouse quand j'ai entendu le vrombissement des hélices. Lucien et Monique Bresson avaient rejoint Édouard au service des urgences, où le garçon, terrifié, attendait assis sur une chaise depuis plusieurs heures, les genoux remontés sur la poitrine. Après une opération qui leur avait semblé durer une éternité, le chirurgien, un homme bedonnant engoncé dans une blouse blanche trop serrée au niveau de l'abdomen, avait finalement débité à la famille d'un ton le plus administratif possible. Vus. Votre fils est paraplégique à hauteur de la D12. L'IRM a révélé une contusion de la moelle épinière. Il a malheureusement perdu l'usage de ses jambes. Devant l'incompréhension évidente des parents, il avait ajouté, presque agacé, un « je suis désolé » vaguement contrit. Devant leur absence de réaction, leur regard vide, il avait finalement lâché en augmentant d'un coup le volume. Il ne pourra plus jamais marcher, vous comprenez, avant de disparaître dans un couloir empestant l'eau de Javel. Alors, la mère s'était retournée vers son aîné et lui avait demandé d'une voix blanche « Il s'est passé quoi ?» là-bas, comme si cette explication lui était subitement devenue essentielle. Édouard avait ouvert la bouche, mais malgré ses efforts, les mots étaient restés coincés, pétrifiés au bord de ses lèvres, et Monique avait refusé d'attendre que les paroles acceptent de couler. Elle avait balayé la tentative de son fils d'un brutal « C'est de ta faute, de toute façon ». Puis elle s'était laissée tomber sur une chaise en plastique, anéantie, avant de poursuivre, sans parvenir à croiser le regard de celui qu'elle tenait pour responsable. « Tu étais censé le surveiller, on te faisait confiance. Tu devais t'en occuper, et au lieu de ça, tu lui as arraché les jambes. » Tu entends, Édouard, à cause de toi, il ne pourra plus jamais marcher, mon tout petit ne pourra plus jamais marcher. La voix de la mère s'était brisée, et Édouard avait rentré le plus possible la tête dans les épaules, comme s'il acceptait de prendre tout le poids de l'accusation sur son dos, comme s'il acceptait volontiers ce sac de plomb qu'il estimait lui aussi avoir entièrement mérité. Désespéré, il avait tenté de bredouiller « Pep-pep-peps », mais sa mère lui avait ordonné de se taire. « Tu en as assez fait, je ne veux plus t'entendre. » Et le pardon d'Édouard n'était jamais sorti. Il l'avait gardé au fond de lui, tout au fond de son cœur, tout au fond de sa mémoire, enfoui sous la plus épaisse couche de culpabilité qu'il ait jamais été donnée à un enfant de portée. Devant l'incapacité de son fils à parler, Lucien Bresson n'avait pu s'empêcher de grogner « Nous v'là bien, maintenant », avec 2 gosses handicapés inconscients du regard noir que sa femme vrillait sur lui. Édouard avait supporté la solitude de sa chambre soudain devenue trop grande, trop vide, et chaque soir, chaque matin, lorsqu'il montait ou descendait l'échelle de son lit superposé, la vue de la couchette du bas impeccablement bordée lui ravageait l'estomac.
Tous les week-ends, il avait écrit une lettre à son frère, espérant qu'une infirmière accepterait de la lire au petit, espérant que le courrier égayerait ses journées ansieuses de rééducation. Pendant 1 an, c'était comme s'il avait vécu en apnée, avec l'impression de ne pas pouvoir respirer, de ne pas avoir le droit de respirer sans son frère. Avec le sentiment que jamais plus sa mère ne lui témoignerait la moindre affection, que quoi qu'il fasse pour tenter de se rapprocher d'elle, le gouffre entre eux deux était bien trop large pour espérer qu'il se referme un jour. Tant de fois, il aurait voulu aller se blottir contre sa poitrine, sentir la chaleur de sa peau et de son cœur, et tant de fois, il avait renoncé à quémander des miettes d'un amour qui paraissait désormais bien trop enfoui sous la colère et le ressentiment. Il n'aurait pas supporté de faire un pas et qu'elle recule, qu'elle se détourne, alors il s'était abstenu pour se protéger. Tant de fois, Monique Bresson aurait voulu être capable de trouver en elle la force de pardonner, tant de fois, elle s'en était voulu d'éprouver tant de rancœur vis-à-vis de son aîné, et tant de fois, elle avait abdiqué devant ce fils qui de toute façon semblait délibérément la tenir à distance. C'est l'heure d'aller au lit, les garçons. La voix de Monique s'élève depuis la cuisine, et Édouard aide péniblement son frère à quitter son fauteuil roulant pour s'allonger dans le lit. Il ne peut s'empêcher de songer que dorénavant Jonathan n'aura jamais le privilège d'occuper le matelas du haut. La liste de tout ce dont il a privé son frère est si longue, ça fait 1 an qu'il inscrit dans un petit carnet tout ce que Jonathan ne pourra jamais accomplir à cause de ce stupide accident. Jouer au foot, briser du pied la coquille des marrons à l'automne, nager dans les vagues, gagner à la course en sac aux anniversaires des copains. Édouard a déjà rempli 4 pages de ses pattes de mouche, sans même savoir pourquoi il ressent le besoin d'énumérer toutes ces activités désormais inaccessibles à son cadet. « Je suis désolée, tu sais. » Pourquoi demande naïvement Jonathan. Pour ce qui s'est passé. Pour t'avoir laissé tomber. Tu ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un trou. Mais même, je n'aurais jamais dû t'emmener là-bas. Jonathan ne répond rien, mais va fouiller dans son petit sac à dos accroché en permanence à son fauteuil. Il en extirpe quelque chose et, avec un sourire presque timide, tend à son frère l'objet mystérieux. Édouard reconnaît immédiatement le triangle de verre poli. « Je te l'ai donné, garde-le. Je n'en ai plus besoin maintenant, puisque je suis rentrée à la maison. » Jonathan insiste, et Édouard finit par prendre son ancien porte-bonheur au creux de la main, sans savoir quoi en faire. Le lendemain matin, Monique ouvre le volet de la chambre en s'écriant « Debout là-dedans ». C'est l'heure d'aller à l'école et les enfants se lèvent en grommelant. Après avoir avalé un bol de chocolat chaud et s'être habillés, tous 3 sortent de l'appartement, en retard comme tous les jours. L'ascenseur étant en panne, Édouard prend Jonathan sur son dos tandis que Monique transbahute laborieusement le fauteuil dans l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. Quand ils arrivent devant l'école primaire où la mère travaille depuis toujours, servant chaque midi le repas d'une centaine d'élèves affamés, leurs chemins se séparent. Édouard poursuit sa route jusqu'au collège. Devant la grille de la cour de récréation, un groupe de mères, apparemment désœuvrées, sont en grande discussion, ravis de se retrouver pour échanger quelques paroles de bon matin. À l'approche de Monique et de son fils, les voix s'atténuent pour se muer en chuchotement. Les regards deviennent méfiants, froids, dégoûtés. Non, mais franchement, un gamin comme ça n'a rien à faire dans une école... La mère se force à passer devant elle, la tête levée, le dos bien droit. Je ne comprends pas pourquoi elle persiste. Elle ne voit pas qu'il ne pourra rien faire de sa vie. Dans son fauteuil roulant, Monique a l'habitude de ses réactions. Depuis 1 mois qu'elle emmène Jonathan à l'école, qu'elle l'accompagne jusqu'à sa classe, qu'elle l'aide à chaque récréation pour franchir l'escalier qui mène à la cour, qu'elle suit le moindre de ses mouvements du coin de l'œil à la cantine, prête à accourir si son fils devait renverser son plateau. Et puis, faut avouer, ce n'est vraiment pas agréable d'imposer la vue d'un handicapé à nos enfants. Le mien commence à poser des questions, c'est embarrassant. Tout de même, Monique a l'habitude, oui, mais ça ne signifie pas pour autant que toutes ces réflexions ne la blessent plus, ne l'atteignent plus. Elle voudrait leur asséner une réplique bien sentie, assez mégère, mais elle s'interdit de le faire. Elle sait que si Jonathan est toléré à l'école, si l'instituteur fait son possible pour la aider, c'est parce qu'elle travaille à la cantine de l'établissement, c'est parce qu'elle a toujours donné entière satisfaction à la directrice, qu'on l'estime efficace et fiable. Alors elle se tait et se contente d'agripper un peu plus fermement les poignets du fauteuil de Jonathan, de lui parler pour s'assurer qu'il n'entende rien des remarques désobligeantes à son égard.
Parce qu'il est hors de question que son petit garçon de 6 ans moisisse à longueur de journée entre 4 murs, parce que lui aussi a le droit de voir le monde. Et le monde, à son âge, c'est l'école, pointe à la ligne. Que personne ne vienne prétendre le contraire. Arrivé au collège, Édouard rejoint quelques camarades de classe occupés à parler du contrôle de maths qui doit avoir lieu dans la matinée. Il observe Ludovic à l'autre bout de la cour, adossé contre la grille, concentré sur un malabar qu'il mâchonne consciencieusement pour se donner une contenance. Lorsque le garçon s'aperçoit qu'Édouard le dévisage, il baisse la tête, attrape son sac à dos à ses pieds et s'empresse de gravir l'escalier pour rejoindre le premier étage du collège, là où se trouve la classe des 5e B. Depuis plus d'1 an, l'ancien bourreau d'Édouard fait tout ce qu'il peut pour éviter tout contact avec lui, allant même jusqu'à changer de trottoir plutôt que de risquer de passer à sa hauteur. Jamais plus, Ludovic ne s'arrête devant lui en bégayant un bébé Bresson agressif. Pourtant, au fond de lui, Édouard souhaiterait presque que son ennemi s'en prenne encore à lui, qu'il le martyrise à nouveau, qu'il l'humilie devant les autres collégiens avides de bagarres et de bizutage, qu'il lui fasse payer, encore et encore, d'avoir été assez stupide pour le suivre l'année dernière dans cette maudite maison en ruine. Qu'il lui fasse payer d'avoir cherché des noises à Jonathan pour un pauvre morceau de verre poli, d'avoir été l'instigateur d'une stupide dispute. Qu'il lui fasse payer d'avoir déchiré les ailes de son frère avant même que celui-ci n'ait appris à voler. Pour divertir Jonathan, Édouard lui propose toutes sortes de mises en scène, avide d'entendre à nouveau son rire cristallin devenu un peu trop rare. Il invente des blagues en appelant des numéros gratuits du téléphone du salon et Jonathan est suspendu à l'écouteur de l'appareil, pouffant de rire derrière la paume de sa main. Édouard, véhément, s'en donne à cœur joie à l'eau qui est à l'appareil. « Comment ça, c'est moi qui vous appelle ? Mais pas du tout, monsieur. Voyons, c'est vous qui me téléphonez. » « Pardon. Mais bien sûr que si. Puisque je vous dis que mon téléphone vient de sonner, écoutez. J'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Est-ce que ça vous amuse de faire des blagues aux gens VAS, n'avez rien d'autre à faire de vos journées ?» À l'autre bout de fil, l'interlocuteur perd patience, s'énerve, en vient parfois aux insultes, pour le plus grand ravissement de Jonathan qui a beaucoup de difficultés à réprimer son envie de rire. Tous les soirs, Édouard prend l'habitude de faire un spectacle devant son frère, sa mère et son père, quand il n'est pas à la raffinerie. En exclusivité mondiale, interplanétaire et intergalactique, merci de bien vouloir accueillir l'extraordinaire, l'exceptionnel, le magnifique, le fantastique. L'énumération peut durer plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'Édouard ait épuisé les synonymes qu'il a consciencieusement appris par cœur. Lucien soupire d'un air désabusé, tandis que Jonathan applaudit en gloussant. Plus le père souffle, plus le cadet est hilar. Édouard se déguise, se grime, se maquille avec le rouge à lèvres de sa mère. Il gesticule, se contorsionne dans tous les sens. Il imite à la perfection son père qui râle et ronchonne à longueur de temps, et Monique feint de ne pas trouver la caricature amusante pour éviter que Lucien s'emporte. Il parodie Madame Rita, obsédée par son ballet, mais, c'est une trace des doigts que y voilà, sur cette vitre. Une trace de doigt, mais c'est intolérable, c'est insupportable, c'est insoutenable. Édouard vocifère, un foulard de sa mère sur la tête, et les éclats de rire de son petit frère viennent emplir le salon et son cœur coupable. Plus tard, lorsque les journalistes lui demanderont d'où lui est venue sa vocation, il répondra qu'il a toujours aimé faire rire les autres, leur apporter un peu de gaieté, leur faire oublier quelques instants la dureté ou la monotonie de leur quotidien. Mais la vérité, c'est que sa vocation lui est venue à l'automne 1981, quand il a décidé de tout faire pour que son petit frère ait l'enfance la plus joyeuse possible, de tout faire pour qu'il oublie, quelques instants, le poids mort de ses jambes à jamais inertes. Le jour où il a décidé, plus ou moins consciemment, de tout faire pour se sentir, même de façon éphémère, utile. Chapitre 9. 31 mars 2017 à 22h45. Le jour où il a décidé, plus ou moins consciemment, de tout faire pour se sentir, même de façon éphémère utile, ce jour-là a marqué le début d'une course effrénée, vaine peut-être, pour échapper à l'ombre menaçante, grandissante, de la culpabilité. Faire rire Jonathan, faire rire sa famille, ses amis, faire rire tous ceux qu'il croisait pour trouver un sens à son existence.
faire rire les autres pour avoir le sentiment qu'il pouvait être à sa place quelque part, qu'il était autorisé à devenir quelqu'un d'autre que le gamin qui n'avait pas su protéger son petit frère. De retour dans sa loge, Édouard contemple d'un air morne les dizaines de bouquets, d'enveloppes multicolores et de peluches en tout genre qui s'amoncellent sur une table dans le coin de la pièce. Doucement, il referme la porte puis reste adossé contre la paroi de contreplaqué. La première descente s'amorce, implacable, et l'humoriste a beau connaître par cœur ce sentiment de vide intense qui s'abat infailliblement sur lui dès qu'il a quitté la scène, dès qu'il se retrouve dans le silence feutré des coulisses, il n'est jamais parvenu à l'atténuer au fil des années. C'est comme un ascenseur qui, arrivé au dernier étage d'une immense tour, lâcherait soudain, s'effondrant dans le vide obscur d'une cage hostile. La première vague de solitude a toujours lieu dans la loge, pendant les quelques minutes de tranquillité où Édouard reprend son souffle après le spectacle. La seconde vague, la pire, se fracasse sur lui lorsqu'il rentre à son hôtel ou à son appartement, au milieu de la nuit, seul. Il est toujours seul, qu'il soit accompagné ou non, qu'il ait cédé aux avances d'une femme plus entreprenante ou plus séduisante que les autres, qu'il y ait ou pas un autre corps que le sien dans son grand lit king size. Il est toujours, irrémédiablement, seul. Toute sa vie, il n'aura eu qu'une seule et unique raison de se lever, matin après matin, tenter de combler ses vides. Tenter d'oublier ce sentiment d'isolement écrasant, celui-là même qui l'envahit dès qu'il n'est plus sur scène et qui lui donne l'impression de ne plus faire qu'errer. Quand il était enfant, son arrière-grand-père maternel venait parfois leur rendre visite quelques jours, dormant sur le vieux clic-clac du salon, et l'appartement prenait alors des airs de camping, avec ses effets disséminés un peu partout, des médicaments pour la tension sur la table de la cuisine, au verre prévu pour son dentier sur le lavabo de la salle de bain, et invariablement, lorsque le vieil homme remballait toutes ses affaires pour les ranger dans sa maigre valise grise, le cœur d'Édouard se serrait. « Pourquoi tu dois partir, papy ? Pourquoi tu ne restes pas encore un peu ?» Au moment où sa Citroën Ami 8 cabossée quittait la place de parking en bas de l'immeuble, le garçon sentait fondre sur lui un sentiment terrible et d'une puissance à couper le souffle qu'il était pourtant bien incapable de nommer. Ça ressemblait à de la tristesse, mais c'est bien plus tard qu'il mettrait le doigt sur le véritable nom de l'émotion qui venait enserrer son cœur lorsque la voiture beige quittait son champ de vision. La mélancolie. Une mélancolie profonde, la même qui l'étreint aujourd'hui dès qu'il n'est pas occupé à faire rire quelqu'un. À présent, il était prêt à reconnaître qu'il avait parfois souvent, même perdu de vue ce qui aurait pourtant dû être l'essentiel. Sa femme, son fils, dont il s'était éloigné peu à peu, presque sans s'en rendre compte, tellement persuadé qu'un pas de plus ne bouleverserait pas la donne, qu'au moment où il se retournerait, il serait forcément là à l'attendre sagement, à lui faire un signe bienveillant de la main. « On ne bouge pas, Édouard, évidemment qu'on sera toujours là. » Avait-il même jamais dit à Magda à quel point il l'avait aimée, à quel point il n'avait jamais cessé de l'aimer, en réalité, à quel point elle l'avait porté, à quel point il lui devait tout, grâce au soutien sans faille qu'elle lui avait accordé des années durant... Son frère, avec qui il avait maintenu une relation affectueuse, mais distante, de crainte que la vue trop régulière du fauteuil roulant ne finisse par le faire définitivement sombrer, par l'engloutir dans ce trou béant de plancher vermoulu qui peuplait encore le moindre de ses cauchemars, qui le réveillait encore, le cœur battant, plus de 35 ans après, dès les premières lueurs du jour. Et ses parents, bien sûr, avec lesquels il s'était empressé de couper le cordon dès qu'il s'était installé avec Magda, se contentant d'un rapide coup de fil de temps en temps, au mieux d'un déjeuner éclair. « J'ai du travail qui m'attend. Des sketchs à écrire, à répéter. Je dois absolument m'éclipser. La prochaine fois, je serai plus disponible. » Lucien secouait la tête, se resservant une énième rasade de vin rouge dans un verre opacifié par les traces de calcaire du travail qui l'attend. Quelle blague! Alors faire le zouave devant une bande d'abrutis, on appelle ça un boulot. Maintenant, on aura tout vu, maman, on aura tout vu. Monique se gardait bien de répondre quoi que ce soit, sentant à quel point l'atmosphère était irrémédiablement devenue glaciale entre les deux hommes. Son père avait trimé toute sa vie, avait consacré toute son énergie à la raffinerie, sans jamais prendre de vacances, sans jamais imaginer qu'il pouvait y avoir autre chose dans l'existence que travailler, manger, boire et dormir.
Tout ça pour finalement casser sa pipe le jour de son pot de retraite. Édouard revoit encore les ballons jaunes gonflés à l'hélium, couverts du losange Renault que Jean, le meilleur ami de Lucien, avait dû récupérer de son beau-frère, commercial chez un concessionnaire de Montivilliers. L'après-midi passé autour du barbecue de Jean avait été particulièrement arrosé, et les collègues de son père, passablement éméchés, avaient fini par s'amuser à aspirer l'hélium des ballons pour se tordre de rire, en comparant leurs voix de personnages de dessins animés toutes plus ridicules les unes que les autres. Et lorsque Lucien, imitant à la perfection le ton nasilard de Donald Duck, s'était lancé dans une tirade des plus larmoyantes sur le fait que jamais il ne laisserait tomber ses camarades, qu'il fallait à tout prix continuer Édouard l'avait vu s'effondrer lentement, comme au ralenti, jusqu'à s'affaisser mollement sur la pelouse brûlée par le soleil estival. Le mot « lutte » n'avait jamais franchi les lèvres de Lucien, foudroyé par une crise cardiaque. Le ballon jaune qu'il tenait à la main s'était échappé, pressé de rejoindre les nuées, et Édouard avait espéré que l'âme de son père avait eu le temps de s'y accrocher pour arriver plus vite au paradis ou ailleurs. Il s'était senti immensément triste sans comprendre pourquoi cette mort l'atteignait en plein cœur, comme s'il prenait brusquement conscience qu'il était désormais trop tard pour espérer un jour parvenir à ce que Lucien le comprenne et le considère. Monique avait rejoint son époux quelques années plus tard, sans doute lassée du quotidien monotone et solitaire qui s'était brutalement imposé, et estimant qu'entre un fils qu'elle voyait désormais davantage sur son écran de télévision que dans la vraie vie, et l'autre qui s'était installé en Alsace le bout du monde pour y fonder sa petite famille, son existence était finalement devenue plus que superflue. Sa mission était accomplie, aucun de ces trois hommes n'ayant plus besoin d'elle sur Terre, et, tout en écoutant en musique de fond son idole Eddie Mitchell chanter de sa voix de crooner la dernière séance, elle a laissé un lymphome silencieux lui polluer le foie, la rate et les poumons, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à gangrener, le tout sans un mot plus haut que l'autre. Édouard aurait aimé entendre sa mère prononcer des paroles de pardon avant qu'elle s'éteigne, mais rien n'était venu, et lui n'avait rien osé demander non plus. Il n'avait donc jamais su si jusqu'au bout, elle lui en avait voulu. Le silence avait tout englouti, encore une fois. Oui, Édouard a souvent perdu de vue l'essentiel, trop occupé à courir pour échapper à la lourdeur du chagrin et du remords. Et aujourd'hui, toujours immobile derrière la porte de sa loge, il a soudain le sentiment que ses jambes refusent de le porter plus loin. Le reflet dans le miroir entouré d'ampoules criardes ne ment pas, lui. Les rides qui barrent durement son front moite, les lèvres serrées, les valises brunes sous les yeux qui n'ont pas résisté bien longtemps à l'anticerne pourtant hors de prix, les cheveux châtain-roux désormais parsemés de mèches grisonnantes, la moustache fine impeccablement taillée, qui avait réussi à faire fondre Magda lors de leur première rencontre, bien avant que des éclats argentés n'y apparaissent. Même les taches de rousseur qui criblent ses pommettes saillantes et ses tempes lui semblent avoir pâli au fil des années, comme si tout son visage était à présent délavé, terni. Tout le temps qui a passé est gravé dans le moindre détail de son visage, et il est toujours sidéré d'observer dans la glace le gouffre entre l'image impeccablement maquillée d'avant le spectacle et le reflet livide, lessivé, qui s'offre à lui à peine quelques heures après, comme si un vampire était passé par là pour le vider de son sang. Pourtant, la soirée est loin, très loin d'être terminée. Il a encore fort à faire s'il veut qu'elle s'achève en apothéose, et il est plus que temps d'avaler un ou deux Goronson s'il veut affronter comme il se doit les festivités imposées de la nuit. En attendant que les comprimés aient fini de faire des bulles dans le gobelet d'eau, Édouard farfouille sans entrain dans la pile de cadeaux fleuris qui l'attendent. Les bouquets seront redistribués aux femmes de son staff. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? De toute façon, les peluches à leurs gamins. Il ne conservera que les petits mots, les lettres qui parfois empestent le parfum, les cartes sur lesquelles, invariablement, on s'adresse à lui en le tutoyant parce qu'on a tellement l'impression de le connaître, à force de le voir partout, d'entendre ses sketchs et ses répliques devenues cultes. Édouard est le meilleur ami de tout le monde, lui qui n'en a aucun. Il aurait envie de rire si ça ne lui filait pas autant de sanglots au fond de la gorge. Tout le monde l'adule, l'adore, l'idolâtre, lui, le comique rongé par la solitude. Parfois il aide son visage si célèbre, il en vient à détester son reflet dans la glace, aussi bien l'impeccable que le lessivé il voudrait pour une journée seulement,
être un anonyme, quelqu'un de normal, qui pourrait marcher dans la rue sans être dévisagé, montré du doigt, pris en photo, comme la tour Eiffel. Combien de fois est-il arrêté dans la rue par un fan qui lui demande « Vie, vous pouvez me raconter un truc drôle comme s'il était une vulgaire machine à blagues, un robot sans âme tout juste bon à débiter des répliques hilarantes ?» Et après tout, est-il encore autre chose que ça? Hervé dirait que c'est que la rançon du succès, que tout se paye, tout se mérite. Le prix de la survie lui semble pourtant bien élevé, parfois. 22h50. Édouard aura réussi à grappiller 5 minutes de répit. 3 coups frappés énergiquement à la porte viennent le tirer de ses pensées. Chapitre 10. Été 1987, 3 coups frappés énergiquement à la porte viennent tirer Édouard de ses pensées. Il éteint la télévision et les cyclistes pantelants du Tour de France, qui ne parvenaient de toute façon même pas à éveiller sa curiosité et laissent place à un écran noir. Il est seul dans l'appartement familial, son père travaille, sa mère est partie faire des courses avec Jonathan. Il en profite pour ne pas faire grand-chose de la journée. Lorsqu'il entr'ouvre d'un air méfiant la porte d'entrée, il tombe nez à nez avec une jeune fille au visage timide qui danse d'un pied sur l'autre. « Bonjour, je viens pour l'annonce. L'affiche que vous avez accrochée dans le vestibule de l'immeuble. Je me disais que peut-être vous aviez trouvé mon foulard. » Elle parle avec un accent italien, une voix légèrement éraillée qui réveille instantanément quelque chose d'étrange au creux du ventre d'Édouard. « Qu'est-ce qui vous dit que j'ai un foulard en ma possession ? J'ai trouvé quelque chose. Si c'est vous qui avez perdu ce quelque chose, j'habite. » Appartement 207 récite d'une voix incertaine, la brune aux cheveux bouclés, enserrée dans un bandeau rouge à pois blancs. « Admettons que l'objet que j'ai trouvé soit bel et bien un foulard. » Qu'est-ce qui me prouve que c'est le vôtre, réplique Édouard, ravi que son petit jeu la mette tellement mal à l'aise et tout à fait conscient que les joues de son interlocutrice commencent à rosir de gêne. Il est bleu nuit, avec des petits miroirs aux extrémités. « J'habite au 6e, tentait-elle d'un ton presque suppliant. Édouard ne s'apitoie pas, sa cible est trop facile pour qu'il lâche déjà prise. Mais quelqu'un d'autre dans l'immeuble pourrait avoir le même, et l'avoir perdu. C'est tout à fait probable, d'ailleurs. Et je serais plus qu'embarrassée si cette autre personne venait frapper à ma porte demain et que je devais lui avouer que je n'ai plus son foulard, que je me suis fait piéger par une impostrice. Ça se dit, impostrice. Malgré elle, la jeune fille recule d'un pas, elle est déjà prête à battre en retraite devant cet hurluberlu. Elle abat pourtant sa dernière carte avant d'abandonner définitivement. Mon foulard doit sentir mon parfum. Je mets toujours le même. Édouard, appuyé au chambranle de la porte d'entrée, croise les bras dans une posture assurée. Vraiment. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Sans laisser à la jeune fille le temps de reculer davantage, il plonge la tête au creux de son cou et inspire profondément. C'est de la vanille. Je me trompe. Elle hoche la tête, portant inconsciemment la main à sa gorge, comme pour se protéger de toute nouvelle tentative d'intrusion olfactive. Je suis désolée, mais à présent que tous ces éléments de l'enquête sont en ma possession, je suis au regret de vous informer que votre foulard ne se trouve pas ici. Je ne l'ai jamais croisé de ma vie, à vrai dire. Encore un mystère sur lequel le voile n'aura pas été levé. Si Édouard est satisfait de sa tirade et de son petit jeu de mots, la jeune fille en face de lui ne laisse rien paraître, hormis de la déception. Mais alors, vous avez trouvé un autre foulard que le mien, c'est ça, absolument pas. J'ai ramassé une casquette, pastis 50 et un devant le local à ordures, rétorque-t-il d'un air goguenard. Mais je ne voulais pas réduire vos espoirs à néant en un éclair, alors j'ai prolongé la conversation. Sa voisine secoue la tête et les boucles sombres s'agitent harmonieusement sur ses épaules. Pourquoi vous n'avez pas écrit sur votre affiche que vous aviez trouvé une casquette ? Ça aurait été plus simple. Édouard soupire, comme s'il était attristé de devoir lui expliquer une chose aussi évidente. Il se penche vers elle et, sur le ton de la confidence, murmure « Si j'avais écrit ça, n'importe qui aurait pu venir sonner et prétendre avoir perdu son couvre-chef. » Vie, ou s'imaginer les files d'attente qu'il y aurait eu sur le palier, les gens qui se seraient disputés, battus même, affirmant que la casquette était la leur « Non merci, je suis pour la paix de l'immeuble, moi. » Sans compter que j'aurais eu trop peur de me faire houspiler par Madame Rita.
Enfin, la jeune femme esquisse un sourire, et Édouard aperçoit une petite trace de rouge à lèvres cerise sur ses incisives. Il pourrait le lui faire remarquer, mais il trouve ce détail, soudain, tellement attendrissant qu'il se retient d'ouvrir la bouche. Et c'est d'un ton nettement moins bravache qu'il lui propose d'entrer prendre un café. Il est si persuadé qu'elle va refuser, après le numéro qu'il vient de lui faire, qu'il ne bouge pas d'une semelle quand elle acquiesce, toujours en souriant. Enfin, il se décale pour la laisser entrer, les mains subitement moites. D'un geste flou, il lui indique le canapé du salon avant de se précipiter dans la cuisine pour préparer 2 tasses dans la cafetière italienne chromée de Lucien. Du sucre. Du lait, demande-t-il en passant la tête dans le salon. Tu aurais du chocolat en poudre? Édouard songe que cette fille est plus qu'étrange de vouloir mettre du banania dans son café, qu'il s'agit peut-être d'une tradition en Italie, mais qu'il n'en a jamais entendu parler avant aujourd'hui. Et en même temps, il remarque que désormais, elle le tutoie. Lorsqu'il lui tend une tasse fumante, il décide de reprendre la conversation en main. « Je m'appelle Édouard. »« Je sais, » réplique-t-elle en soufflant sur son café au chocolat. « Moi, c'est Magda. J'ai emménagé ici l'année dernière, je vois souvent ton petit frère faire du slalom en bas de l'immeuble. » Effectivement, Édouard accompagne régulièrement Jonathan dans la rue, disposant des petits plots rouges pour lui créer un parcours. L'adolescent n'a évidemment pas de skateboard, mais avec son fauteuil, il a appris à concurrencer les garçons de son âge. Dehors, le ciel se couvre brusquement et Édouard est obligé d'allumer le lampadaire à côté du tourne-disque pour que la pénombre n'envahisse pas le salon. Les premiers éclairs viennent marbrer les nuages noirs, la pluie se met à taper contre les fenêtres, et le grondement de l'orage inattendu vient meubler le silence qui s'est installé, Édouard cherchant vainement une plaisanterie à proposer à cette fille qui a fini, paradoxalement, par l'intimider. C'est Magda qui reprend alors la parole, après s'être approchée de la baie vitrée sur laquelle les gouttes d'eau tambourinent violemment. « C'est une des choses que je préfère dans la vie », murmure-t-elle en contemplant le ciel. Boire du café chez un voisin, demande Édouard, perplexe. Elle hausse les épaules. Mais non, être à l'intérieur quand d'un seul coup, il se met à pleuvoir à torrents. Ça te donne l'impression d'être la personne la plus chanceuse au monde, tu ne trouves pas? C'est un peu comme quand tu es dehors et qu'il fait grand soleil, en réalité. Magda se retourne, observe le jeune homme avachi dans le canapé. Tu sais que tu n'es pas obligé de vouloir me faire rire à tout prix. On peut juste parler. Plus tard, quand Édouard aura refermé la porte sur Magda, il se souviendra de sa voix rauque et posée, une voix qui lui donne envie de se pelotonner sous la couette pour l'écouter raconter tout et n'importe quoi. Il se souviendra de ses boucles d'oreilles étranges, des triangles de VH qui rient en pâte fimo, qui virevoltent au moindre de ses mouvements et qu'Édouard avait trouvé très gai, même s'ils n'étaient pas forcément du meilleur goût. Il se souviendra de son fard à paupières blanc nacré, du fait qu'il y en avait davantage sur la paupière gauche que sur la droite. Il se souviendra de son rouge à lèvres, bien sûr, et de ses incisives très légèrement écartées. De ses 3 grains de beauté alignés dans le cou, de son parfum sucré un peu écœurant. Il sera pourtant incapable de dire de quelle couleur étaient ses yeux, si elle était mince ou grosse, ou quels vêtements elle pouvait bien porter. Il ne lui restera que des fragments de Magda, même si, au moment où elle se tenait dans son salon, il n'avait pas été le moins du monde conscient d'enregistrer tous ces infimes détails. Mais après son départ, lorsqu'il repensera à elle, allongée sur la couchette du haut, les bras croisés derrière sa tête, ce sont toutes ces petites pièces de puzzle qui lui reviendront immédiatement en mémoire. Le soir même, après être allé chercher Jonathan à la sortie des cours dans la passade de sa mère, Édouard emmène son petit frère slalomeur entre les dizaines de plots savamment déposés, ajoutant au passage un tremplin qu'il a fabriqué avec du bois de palette que son père a récupéré à la raffinerie. Malgré l'assurance de ses 18 ans, il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif aux fenêtres du 6e étage, imaginant Magda occupée à les observer depuis sa chambre, l'espérant même. « T'es sûr que je peux y arriver, que je ne vais pas me ramasser en beauté et exploser mon fauteuil au passage ?» demande Jonathan en contemplant d'un regard inquiet l'installation de plus en plus élaborée. D'un signe de tête, l'aîné rassure son cadet, qui prend alors son élan de toutes ses forces. Et lorsqu'il saute du tremplin improvisé et atterrit en beauté, se permettant même un dérapage contrôlé sur ses 2 roues métalliques, Édouard s'écrie « Bravo, champion !» Tu vois,
Je t'avais dit qu'il n'y avait aucune raison d'appréhender, que tu allais t'en sortir comme un chef. Chapitre 11. 31 mars 2017 à 22h50. Bravo, champion. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait aucune raison d'appréhender, que tu allais t'en sortir comme un chef. La porte de la loge s'ouvre sur un Jonathan radieux, la fierté scintille dans le moindre de ses gestes. Édouard s'efface pour laisser son frère entrer dans le minuscule espace qui lui appartient pour la soirée. T'imagines qu'ils sont encore en train de t'applaudir, là. Si c'est pas un truc de dingue, s'extasie Jonathan à nouveau, tandis que l'humoriste avale d'un trait ses Goronsan. Édouard se penche en avant pour serrer son frère dans ses bras, puis s'assoit sur l'unique fauteuil de la pièce. Encore une tournée qui s'achève en beauté, tu veux dire. Franchement, quand tu m'avais parlé du Stade de France l'an dernier, je m'étais dit que tu n'avais plus aucun sens des réalités, que tu planais à 100 000. Mais bon sang, quel show. Ce soir, Édouard ne peut s'empêcher de trouver l'enthousiasme généreux de Jonathan attendrissant. Pourtant, son soutien indéfectible depuis le début de sa carrière ne lui a jamais semblé mérité, et il aurait presque préféré qu'il finisse par se détourner de lui une bonne fois pour toutes, pour n'importe quelle raison, valable ou non. Tu n'aurais pas dû venir de Strasbourg, c'est un énorme déplacement, je suis gênée. N'importe quoi. Tu plaisantes, j'espère. Je n'aurais raté ta consécration pour rien au monde. Moi aussi, je veux pouvoir dire, j'y étais dans quelques années, quand tout le monde se souviendra du jour où Édouard Bresson est devenu une légende. Il faut toujours que tu exagères, sourit Édouard sans pouvoir s'empêcher de songer avec une étrange excitation que son frère ne pense pas si bien dire. Je crois plutôt que c'est toi qui ne te rends pas bien compte de tout ce qui se passe autour de toi, à quel point les gens t'aiment et t'admirent. Ils sont des centaines à faire le pied de grue dehors pour espérer ne serait-ce qu'une poignée de main ou un sourire. Tu rameutes plus de foule que le pape. Comme toujours mal à l'aise devant tant de louanges, Édouard choisit d'orienter la conversation sur quelqu'un d'autre que lui. Comment va Céline? Et les filles? Elles ne sont pas venues avec toi? Non, Céline trouvait que c'était un trop long voyage pour elle. Tu sais que leur faire manquer une demi-journée d'école n'est pas envisageable pour elle. Les filles vont très bien, on a fêté les 8 ans de Louisa la semaine dernière. D'ailleurs, elle t'a fait un dessin pour te remercier du paquet que tu lui as envoyé. Édouard saisit la petite enveloppe que son frère lui tend et l'ouvre pour découvrir un dessin au feutre, représentant apparemment les 4 membres de la famille autour d'un énorme gâteau d'anniversaire à étages. En bas à droite, la fillette a consciencieusement inscrit un « Merci tonton ». Signé Louisa, chaque lettre étant d'une couleur différente. 8 ans déjà, ce qui signifie qu'il n'est pas allé rendre visite à son frère depuis plus de 3 ans. Il n'a pas vu le temps passer, et il se demande soudain si l'énorme château de Duplo était vraiment adapté à une enfant de cet âge. Mon cadeau lui a plu, je ne savais pas trop à quoi elle a aimé jouer. S'excuse d'avance, Édouard. Ne t'en fais pas, c'était parfait. Il faudrait que tu viennes nous voir cet été. Ou avant, même, selon ton emploi du temps de ministre. Édouard hoche la tête en souriant faiblement. Bien sûr, oui, c'est une excellente idée. Je pourrais venir un week-end, ça me ferait plaisir de voir les filles. Elles ont dû changer. Jonathan s'empresse de sortir son portefeuille et de montrer à son frère une photo de Louisa et Marion, probablement prise par un photographe scolaire. Sur le papier glacé, les 2 fillettes sourient avec malice et Édouard caresse du pouce les visages lumineux. Il reconnaît à peine les enfants de son frère. Les visages sont moins ronds, les regards plus sages, les cheveux plus longs. Une chose est sûre, elles ressemblent énormément à leur mère, la même bouche, les mêmes yeux marron clair, et Céline, elle va très bien. Elle réfléchit à changer de poste depuis quelque temps. On aimerait bien ouvrir des chambres d'hôtes, se reconvertir tous les 2 pour pouvoir travailler ensemble. C'est un joli projet, acquiesce Édouard. Oui, on a déjà trouvé une propriété à rénover, avec des granges attenantes que l'on pourrait transformer. Il n'y a plus qu'à se lancer et Édouard est impressionné qu'au bout de 15 ans de mariage, Jonathan et Céline soient encore aussi fous amoureux l'un de l'autre, au point de vouloir travailler ensemble 24 heures sur 24. Qu'ils aient encore des projets, des envies de cette ampleur, que le quotidien n'ait apparemment en rien émoussé l'enthousiasme de leur couple. Au fond de lui, Édouard s'est toujours dit que la rencontre de son frère avec Céline avait relevé du miracle. Il s'était tellement interrogé à l'époque sur la réalité des sentiments de la jeune femme.
Il avait tellement eu peur qu'elle finisse par s'enfuir à toutes jambes une fois qu'elle se serait rendue compte que partager le quotidien d'un paraplégique n'avait rien d'évident. Mais Céline était restée et avait fait de chaque contrainte quelque chose de simple et de parfaitement surmontable. Un jour où Édouard s'était trouvé quelques minutes en tête-à-tête avec elle, il n'avait pu s'empêcher de lui souffler qu'il espérait qu'elle n'avait pas l'intention de briser le cœur de son frère, qu'il n'avait pas besoin de se relever d'un chagrin d'amour en plus du reste. Céline avait froncé les sourcils, soudain inquiète, en plus de quoi avait-elle interrogé. Et Édouard avait compris à son regard perplexe qu'elle ne voyait vraiment pas à quoi il faisait allusion, à croire que le fauteuil roulant greffé à Jonathan serait toujours invisible à ses yeux. Il avait songé que Jonathan avait de la chance d'être tombé sur une fille comme ça, même s'il lui semblait complètement incongru de se dire que son frère pouvait avoir une quelconque chance dans sa vie. Mais alors, tu es heureux, Édouard plonge son regard dans celui de son frère, inquiet de la réponse que celui-ci va faire à une question aussi directe, indiscrète peut-être. Est-ce qu'on a le droit de demander de but en blanc à quelqu'un où il se situe sur l'échelle du bonheur ? Jonathan s'esclaffe tout en rangeant son portefeuille dans la poche intérieure de son blazer. Évidemment qu'on est heureux. Sinon, on n'en serait pas là. Édouard hoche la tête, soulagé. Il doute que les choses puissent être aussi simples, mais au moins, son frère n'est pas malheureux. Sa petite vie de comptable, avec sa femme et ses 2 enfants, n'a rien d'extravagant. Elle semble même plutôt d'une monotonie terrifiante, mais malgré tout, il semble s'en satisfaire. Du moins, c'est ce qu'il affirme. Édouard sait bien qu'avec 2 jambes sur lesquelles il aurait pu compter, Jonathan aurait probablement eu une vie radicalement différente. Il aurait au moins pu se permettre de rêver, à défaut de réaliser tous ses souhaits. Il aurait pu voir plus grand, plus fou que cette vie bien rangée si Édouard n'avait pas tout fichu en l'air. Il a peut-être l'impression que rien ne lui manque parce qu'il n'a quasiment aucun souvenir de l'accident, aucun souvenir de ces quelques années d'enfance où il pouvait marcher et courir. Jonathan est comme un aveugle de naissance, qui ne saurait pas à quel point les couleurs et les formes peuvent être essentielles à la vie. Il ne peut même pas imaginer la sensation de courir avec le vent qui vient vous fouetter le visage, et le pire, c'est que ça ne lui manque soi-disant même pas. Je dois signer quelques autographes, et après j'emmène toute l'équipe manger un morceau dans un restaurant. Est-ce que ça te dit de te joindre à nous ? Jonathan secoue la tête. C'est gentil, mais je ne me sentirai pas à l'aise, tu me connais. Je suis déjà très content d'avoir eu quelques minutes en tête-à-tête avec toi. Il y en a qui tueraient pour ça. Tu sais, je peux aussi les laisser aller dîner sans moi. Je ne suis pas indispensable, rétorquait Édouard. Tu plaisantes. Tu clôtures une tournée qui dure depuis septembre dernier. Ton équipe a sillonné la France, la Belgique et la Suisse avec toi. Tu leur dois bien cette dernière soirée. Je loge chez les parents de Céline, de toute façon. Et je ne veux pas rentrer trop tard. Comme tu veux, je n'insiste pas davantage. Dans ce cas... J'y pense, je pourrais te confier un paquet pour Arthur. Édouard se lève pour aller fouiller dans son sac à dos qui l'accompagne toujours partout et en sort une boîte en carton où le prénom Arthur est inscrit au marqueur noir. Je veux bien, mais ça fait des années que ton fils n'est pas venu nous rendre visite à Strasbourg, tu sais. Tel père, tel fils, il faut croire, répond Jonathan en adressant un clin d'œil à son frère. Je crois qu'il a prévu de passer vous voir bientôt. Ah, mais... Pourquoi tu ne lui donnes pas toi-même ? Ne me dis pas que vous êtes encore brouillés, pas du tout. C'est juste que j'ai envie de lui préparer une petite surprise en souvenir du bon vieux temps, lance Édouard d'un air mystérieux. D'accord, je ne cherche pas à comprendre, alors. J'espère quand même qu'il n'y a rien de périssable. Là-dedans, Jonathan range le paquet dans une pochette située à l'arrière de son fauteuil roulant, curieux de découvrir dans quelque temps ce que son frère aura encore inventé pour surprendre son fils. 2 coups frappés à la porte et la tête d'Hervé apparaît immédiatement dans l'embrasure. On n'attend plus que toi, Édouard. J'arrive dans 1 minute. Jonathan fait marche arrière, conscient qu'il est temps pour lui de s'éclipser. Édouard, spontanément, lui pose la main sur l'avant-bras pour le retenir encore un instant. Tu sais que je suis désolée, Jonathan semble perplexe. Désolée pourquoi, Ben, pour tout... Arrête ton char, bientôt les violons vont débarquer. Je compte sur toi pour venir en Alsace cet été. Alors... Édouard hoche la tête et son frère lui fait un signe de la main en franchissant la porte de la loge. Attends, l'humoriste se lève d'un bond, va attraper au hasard une orchidée rose pâle en pot qui traîne sur la table jonchée de cadeaux et l'attend à Jonathan. Tiens, tu l'offriras à Céline de ma part.
Je ne connais pas une femme au monde qui n'aime pas les fleurs. Chapitre 12. Août 1993. Je ne connais pas une femme au monde qui n'aime pas les fleurs. L'employé en tablier vert sapin sourit à Édouard, qui hésite toujours entre un bouquet de roses et un aloe vera. Dernièrement, dans un de ces magazines où il y a pourtant plus de photos de mode et de publicité pour parfums que d'articles dignes d'intérêt, Madga a lu que certaines plantes avaient un impact positif sur la qualité de l'air. Il semblerait qu'elles absorbent des particules néfastes pour la santé. Édouard n'a pas cherché à en savoir plus, laissant sa femme envahir leurs petits 2 pièces au havre de plantes vertes en tout genre. Ça lui semble toujours étrange de parler de sa femme, sans doute s'habituera-t-il avec les années. Après tout, le mariage ne date que de quelques mois. 26 décembre 1992, c'est Magda qui avait choisi la date, tu comprends? Comme ça, la famille ne se déplacera qu'une fois, pour Noël et pour notre mariage. Ça faisait plus de 5 ans à présent qu'ils étaient ensemble, il était plus que temps d'officialiser leur relation, comme le répétait à l'envie Monique. Ils avaient opté pour une cérémonie intime, à l'église de Harfleur, puis à la mairie de Gonfreville-Lorca, et quelques mois plus tard, lorsqu'ils avaient annoncé à leurs parents que Magda attendait un heureux événement, personne n'avait voulu croire que ce n'était pas pour ça qu'ils l'avaient épousée, même si la jeune femme n'était tombée enceinte que début janvier, le soir du Nouvel An, ne manquait pas de préciser Édouard, lassé d'entendre les commentaires moqueurs des uns et des autres. « Ah, je comprends mieux pourquoi tu t'es précipité pour te mettre la corde au cou, avec un polichinelle dans le tiroir. Ouf, une orchidée, sinon ça demande un peu d'attention, mais c'est une fleur magnifique, regardez, j'en ai des roses pâles mouchetées. Je suis sûre que ça plaira à votre épouse. » Édouard fait la moue, et sans répondre au fleuriste qui commence à être exaspéré que rien ne satisfasse ce client, continue d'arpenter la boutique luxuriante. « Je vais prendre l'aloe vera. C'est vous qui voyez », lance l'employé en s'empressant d'emballer et d'enrubanner la plante. « Il paraît que ça absorbe les mauvaises choses qu'il y a dans l'air. Si vous le dites... » Édouard presse le pas, impatient d'aller retrouver Magda à la maternité. Ça ne fait que quelques heures qu'il s'est absenté, le temps de prendre une douche, de rassembler quelques affaires pour les jours à venir et d'aller acheter l'essentiel qui leur manque, en particulier des bodys et des pyjamas en taille prématurée. Arthur a pointé le bout de son nez avec 1 mois et demi d'avance, alors que personne ne l'attendait. Édouard n'a même pas encore monté le petit lit en bois, le carton est encore rangé sous leur lit à eux. Les médecins sont rassurants. L'accouchement, malgré l'anxiété de Magda, s'est bien passé enfin. Elle ne raconterait certainement pas les 12 heures de travail le sourire aux lèvres, mais le résultat, c'est un minuscule bébé plein de vie, un peu violacé, qui a miaulé tout ce que ses petits poumons pouvaient, pour leur signifier que désormais, ils étaient 3. Édouard a fait comme si rien de tout cela ne l'impressionnait, comme s'il était prêt à les protéger tous les deux contre vent et marée, mais la vérité, c'est qu'il n'emmène pas large ce matin. Il ne peut s'empêcher de se demander s'il est vraiment à la hauteur de tout ce qui vient d'arriver, lui l'éternel adolescent qui passe son temps à faire des blagues potaches à tous ceux qui croisent son chemin. Il a lu dans les yeux de Magda lorsqu'elle était pliée de douleur à cause d'une vague de contraction, qu'elle avait confiance en lui, qu'elle ne doutait pas et ça lui a donné le courage de paraître rassurant. « Tout va bien se passer, tu te débrouilles à la perfection, ma chérie, continue comme ça. » Lorsqu'il arrive à la maternité, il parvient à se perdre dans le dédale des couloirs rose pastel qui se ressemblent tous. Enfin, en cherchant vainement l'aile dans laquelle se trouve Magda, il passe devant le service de néonatologie, et ses jambes ralentissent immédiatement. Sans réfléchir, il dépose la valise et l'aloe vera par terre dans le couloir, et entre dans la pièce où se trouve son fils. Son fils. Pendant des mois, il s'est demandé ce qu'il ressentirait quand le bébé serait enfin là, s'il était possible qu'aucune émotion ne vienne étreindre son cœur, qu'il soit, malgré lui, indifférent à ce petit être dont il aurait désormais la responsabilité. Il n'en a jamais parlé à Magda, de peur qu'elle le dévisage avec inquiétude, ou pire, avec horreur. « C'est ton fils, comment tu peux ne serait-ce qu'imaginer des choses pareilles ?» Enfin, après la naissance, les sages-femmes et infirmières s'étaient précipitées pour leur enlever Arthur, pour le peser, l'intuber, le masser, le réchauffer, l'étudier sous toutes les coutures avant de le ranger bien au chaud dans une couveuse.
Il va y rester quelque temps, mais soyez rassurés, il est en bonne santé, c'est un battant, ce petit garçon, avait affirmé la sage-femme occupée à recoudre la jeune maman. Édouard et Magda avaient souri faiblement, se serrant la main pour se donner mutuellement du courage. Puis il était parti rassembler des vêtements pour sa femme et son fils, et il n'avait que brièvement aperçu Arthur, presque soulagé de le laisser entre des mains plus expertes que les siennes, qui tremblaient encore tellement il avait eu peur que tout se termine mal. Lorsqu'il s'approche du berceau en plastique, il est impressionné par les moniteurs qui bipent et qui clignotent, par les tuyaux et les électrodes qui recouvrent le bébé, par les bras et les jambes qui lui semblent aussi maigres qu'un de ses doigts, la petite bouche parfaitement dessinée, les yeux ourlés d'immenses cils, la fragile poitrine qui se soulève et s'abaisse doucement. Un bébé miniature, songe-t-il le cœur serré. Vous pouvez le toucher à travers la couveuse, si vous voulez, lance une infirmière qui vient vérifier les écrans de la pièce. Édouard hoche la tête et, après s'être lavé consciencieusement les mains et les avant-bras, va s'installer en face du bébé qui agite doucement ses menottes. Il approche sa main et, de l'index, caresse avec délicatesse la joue de son fils. Il effleure son épaule, son bras, joue avec les minuscules doigts qui s'enroulent immédiatement autour de son pouce, mus par une force insoupçonnée. Le bébé s'agrippe férocement à lui et Édouard reste là, sans bouger, à contempler les 5 ongles plus petits qu'une miette de confetti. C'est à cet instant précis qu'il comprend à quel point ses craintes étaient absurdes lorsque les doigts de ce nouveau-né s'accrochent à lui comme à une bouée de sauvetage. Il sent en lui un barrage qui s'effondre, laissant un torrent d'amour brut le submerger. Quand il retrouve Magda encore chancelant à l'intérieur, Édouard lui tend l'aloe vera sans un mot et la jeune femme lui sourit avec tendresse, comprenant instantanément ce qui se joue dans le cœur de son mari. « Alors tu as été le voir, toi aussi Édouard s'assoit au bord du lit, acquiesce doucement en enfouissant son visage dans les cheveux bouclés et humant leur réconfortante odeur de vanille. « Tu vois, tu n'avais aucune raison d'avoir peur, » ajoute-t-elle en le serrant dans ses bras, et Édouard songe que jamais personne n'a aussi bien compris ce qu'il ressentait, sans avoir besoin qu'aucun mot ne franchisse ses lèvres. 2 jours plus tard, quand il téléphone à V. Aléry-Lestienne, le patron de l'agence immobilière où il travaille depuis déjà 5 ans, Édouard se fait, comme il s'y attendait, incendier. « Tes 3 jours de congé sont passés, je te signale. Comment tu veux que je m'en sorte tout seul à l'agence ? Je n'ai pas encore le don d'ubiquité, je ne peux pas tenir la boutique, gérer les signatures des compromis de vente et aller faire visiter des appartements à des clients en même temps. Je sais, mais Arthur est arrivé plus tôt que prévu. Magda a besoin de moi à la maternité. Je voudrais seulement rester auprès d'elle jusqu'à la fin de la semaine. C'est hors de question. Tant qu'ils sont hospitalisés, il y a un tas de personnes bien plus qualifiées que toi pour s'occuper de ta femme et de ton marmot. Donc tu ramènes ton cul ici, il y a une 10aine de visites qui n'attendent que toi. » Édouard raccroche le téléphone et se retient de jeter le combiné à travers la cuisine. Parfois, il se demande pourquoi il laisse son patron lui parler sur ce ton, puis il se souvient que son salaire ne tombe malheureusement pas du ciel. Pendant des années, son père avait eu la certitude qu'Édouard viendrait travailler à la raffinerie, c'était une évidence pour lui. Et quand ce dernier, à 17 ans à peine, lui avait affirmé d'un ton péremptoire que jamais il ne mettrait un pied dans cette usine, Lucien Bresson avait failli recracher le Beaujolais nouveau qu'il était occupé à déguster goulûment. « Vie, voilà que mon fils a des rêves de grandeur. Non, mais tu t'entends parler, être ouvrier, c'est pas assez bien pour toi. Peut-être j'ai envie d'autre chose, c'est tout. » « Ah oui, et de quoi on peut savoir? Je n'ai pas encore décidé. Ben voyons, tu finiras comme ton père, c'est tout vu. Et il y a bien pire dans la vie, crois-moi. » Édouard, la mine renfrognée, était allé s'enfermer dans sa chambre, claquant la porte au passage, histoire d'énerver davantage Lucien et ses oreilles si fragiles. Pour le père, comme pour le fils, le sujet était clos. Après le baccalauréat, Édouard avait décidé de faire un BTS en alternance pour devenir agent immobilier parce qu'il avait hâte de pouvoir s'assumer financièrement et de quitter l'appartement de son enfance où les souvenirs malheureux avaient dévoré depuis bien longtemps les quelques moments de bonheur dont personne n'était plus sûr qu'ils avaient bel et bien existé. Et si l'idée de faire toute autre chose lui avait traversé plusieurs fois l'esprit,
surtout lorsqu'il regardait les sketchs désopilants de l'émission La Classe sur le poste de télévision de l'appartement familial. Il n'y avait jamais songé plus sérieusement que cela, ayant la conviction ancrée depuis l'enfance que les rêves finissaient toujours piétinés. Lucien s'était satisfait de ce choix raisonnable. Le principal, Édouard, c'est que tu aies un gagne-pain, un travail digne de ce nom. Dès qu'il en avait eu la possibilité, c'est-à-dire dès que V. Aléry Lestienne, après l'avoir gentiment exploité pendant 2 années de BTS, lui avait proposé un vrai contrat de travail, Édouard s'était empressé de chercher un appartement à louer au Havre, à proximité de l'agence. Magda finissait ses études en histoire de l'art, caressant l'espoir de travailler comme guide au musée André Malraux, puisqu'elle y était bénévole chaque été depuis le lycée, et Édouard était plus qu'impatient d'emménager avec elle, de commencer enfin une nouvelle vie à ses côtés. Il avait un peu plus de 19 ans, mais malgré tout, tout le monde était tombé des nues quand il avait annoncé qu'il quittait le cocon familial qui n'avait jamais rien eu d'un cocon. Monique avait essuyé quelques larmes intempestives avec le torchon à vaisselle, Lucien avait gueulé un bon vent empestant l'alcool, et Jonathan avait gardé le silence, se contentant de regarder son frère faire ses cartons. Lorsque Édouard avait eu fini d'entasser dans un sac de voyage l'ensemble de ses vêtements, son cadet avait murmuré d'une voix presque inaudible. « Alors tu m'abandonnes, Édouard », qui savait parfaitement que son départ devait se faire rapidement pour être le plus indolore possible, comme un pansement qu'il fallait avoir le courage d'arracher d'un coup sec, avait hésité une fraction de seconde avant de décider, le cœur déchiré, de faire comme s'il n'avait pas entendu Jonathan. La petite phrase suppliante avait pourtant ricoché sur les parois de son crâne, comme un écho lancinant. « Alors, tu m'abandonnes, alors tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes. » Édouard avait instantanément interprété, transformé la question de son frère. « Tu m'as arraché les jambes et maintenant, tu m'abandonnes. À cause de toi, je n'ai jamais pu tenir debout et tu m'abandonnes. » Son frère avait à peine prononcé ces 4 petits mots qu'Édouard avait immédiatement su que ce moment resterait gravé dans sa mémoire à jamais, comme lorsqu'un dimanche d'automne, le sol s'était effondré et que Jonathan avait disparu dans un nuage de poussière. Il lui avait fallu toute la force du monde, il lui avait fallu se concentrer sur l'image du visage souriant de Magda comme un phare dans la nuit pour parvenir à se redresser, son sac sur l'épaule, et à regarder Jonathan avec enthousiasme. Il lui avait fallu refouler tout son chagrin, tous ses remords, pour lui lancer avec désinvolture. « Allez, j'y vais. Dès qu'on sera installé, je t'emmènerai visiter l'appartement. Tu verras, c'est minuscule, mais je n'ai pas les moyens de louer autre chose, de toute façon. » Jonathan s'était forcé à sourire. « Et puis, tu sais, je passerai tous les week-ends, je serai à même pas 15 minutes de voiture. T'inquiète pas pour moi, Ava, je suis grand. Sans compter que je vais avoir un max de place dans la chambre, maintenant que t'as viré toutes tes cochonneries. » Édouard avait tendu la main à son frère. Ils étaient bien trop grands désormais pour se serrer dans les bras l'un de l'autre, puis s'était dépêché de quitter l'appartement où il avait passé toute sa vie. Une fois sur le palier, dans l'obscurité, il s'était mordu le poing le souvenir de toutes ces fois où lui et son frère s'étaient retrouvés dans le noir, éjectés de chez eux par un père intolérant du moindre rire, du moindre cri, lui semblant soudain insupportable. Ce mardi où la chaleur semble rendre la ville entière plus molle, plus indolente, Édouard ne rejoint donc pas sa femme et son fils à la maternité, mais enchaîne les visites d'appartements en location toute la journée. Comme à son habitude, il fait le pitre devant les clients, leur vante les mérites incongrus d'endroits qui frôlent l'insalubrité. Comment ça, les murs sont moisis? Mais pas du tout. Vous voyez bien que c'est un papier peint à motifs auréolés. C'est très tendance à Paris. Vous savez, ses interlocuteurs rien comme toujours. Édouard transforme chaque visite en numéro de cirque. C'est le seul plaisir qu'il a dans ce métier, faire rire les clients à défaut de parvenir à leur vendre un bien. Et le clou de la visite, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir de magnifiques toilettes. Et permettez-moi de vous préciser que les vendeurs sont prêts à vous abandonner cet exceptionnel abattant recouvert de poils de chameau véritables. Vos fesses vous diront « merci », le couple en face de lui se penche et s'esclaffe. Édouard pourrait claquer des doigts au moment précis où leurs rires vont éclater, tellement les gens lui semblent prévisibles. « Vous êtes un marrant, vous ? Vous devriez être humoriste », lui lance l'homme en sortant de l'appartement qu'il ne louera pas. « Figurez-vous que vous n'êtes pas le premier à me dire ça, je vais finir par le croire »,
sourit Édouard en refermant la porte à clé. Le soir même, lorsqu'il retrouve enfin Magda qui commence à reprendre des couleurs, lorsque, d'un air rêveur, il observe à nouveau les doigts d'Arthur qui agrippent son index et refusent de le lâcher, Édouard repense à ce que lui a dit le dernier client de la journée. C'est vrai qu'il fait rire les autres sans le moindre effort, qu'il n'a cessé de vouloir faire le pitre depuis que le visage de son petit frère s'est éclairé à chacune de ses blagues. C'est vrai que tout le monde lui affirme qu'il est doué pour ça, sauf son père, bien évidemment. Magda a même prononcé le mot talent un jour, en parlant de lui à certaines de ses amies. Les autres, pourraient-ils avoir raison? Pourraient-ils distinguer en lui quelque chose dont il n'a même pas véritablement conscience? Pour son premier jour à l'agence, Édouard avait acheté un carnet Moleskine à la librairie papeterie du centre-ville. Pour prendre des notes lors des visites, inscrire les souhaits des clients, leurs coordonnées, mais en réalité, il n'avait jamais écrit le moindre mot en rapport avec son activité professionnelle. Les pages du carnet n'étaient pourtant pas restées vierges, bien au contraire. Elles étaient couvertes des pattes de mouches d'Édouard, couvertes d'idées de blagues, d'anecdotes amusantes à raconter à Jonathan, à Magda, à qui voudrait bien les entendre. Il couchait la moindre idée sur le papier, sans même savoir pourquoi il ressentait le besoin de tout consigner, de ne surtout rien perdre. Lorsqu'il regarde attentivement, à la télévision, les visages de ceux qui ont décidé de transformer leur talent en métier, ceux qui ont sans doute, à un moment donné, fait le choix de tenter le tout pour le tout, de risquer leur train-train quotidien et leur salaire assuré pour suivre leur passion, leur vocation, Édouard ressent inévitablement une pointe d'envie. Est-ce que lui aussi pourrait être assis dans cette fausse classe, à présenter ses sketchs devant des milliers de téléspectateurs? Est-ce qu'il aurait assez de cran pour ça? Arthur ouvre les yeux et plonge son regard dans celui d'Édouard. Cela semble durer une éternité, comme si ce bébé savait quelque chose que son père ignore. L'image de Lucien Bresson, étrangement, vient s'imposer au jeune homme. Ce père qui représente tout ce qu'il a toujours voulu fuir. La vie de labeur absurde, la vague idée du bonheur se résumant au café du coin et aux camarades du syndicat. Quand Édouard pense à son père, il a envie de supplier le ciel pour que jamais Arthur ne ressente pour lui ce que lui éprouve vis-à-vis de Lucien. Il voudrait inspirer la fierté. À quoi bon avoir des enfants si à aucun moment ils ne vous regardent avec admiration, avec respect? Est-ce qu'il sera digne de son fils en se contentant de vendre des appartements toute sa vie? Est-ce que ce sera suffisant? Chapitre 13. 31 mars 2000, 17, 23 heures. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'un petit quart d'heure à peine sera suffisant pour ne décevoir personne, pour avoir le temps de signer un autographe à chacun? Les fans les plus irréductibles l'attendent de pied ferme. Ils savent parfaitement de quel côté du Stade de France Édouard va s'éclipser, et l'humoriste a un frisson lorsqu'il aperçoit la petite centaine de personnes qui patientent derrière une ligne de barrière de sécurité. Hervé le rattrape par l'épaule avant qu'il n'ait pu franchir la lourde porte de métal. « Pas si vite. » La journaliste de TF1 veut faire une interview rapide, à chaud après le show. Son manager s'esclave de bon cœur à son propre jeu de mots, puis reprend son sérieux parce que, comme dirait Jean-Michel, son producteur pour la tournée, business is business. Édouard soupire, conscient malgré tout de passer pour un enfant trop gâté. Je croyais qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Écoute, quand on a TF1 qui vous fait un pont d'or, on arrête de chouiner 5 minutes. Tu crois que combien de comiques sont passés en direct en prime time, un vendredi soir sur cette chaîne? Tu crois qu'ils ont consacré un reportage de presque 2 heures à combien d'autres que toi? Tu réalises à quel point tu vas crever l'écran là avec ce docu qui va passer demain soir, un samedi soir? Édouard, encore en première partie de soirée, j'ai rien dit, marmonne l'humoriste en laissant la maquilleuse lui tamponner le front avec une éponge pleine de poudre couleur chair. Ça atténuera les brillances, précise-t-elle d'un air affairé. Le regard dans le vague, Édouard repense tout à coup à sa mère. Il la revoit devant le miroir piqué de la salle de bain, le matin, occupée à se poudrer l'arête du nez et les pommettes avec du talc. Ce n'est que bien plus tard, lors de ses premières séances maquillage avant d'entrer en scène ou de faire un plateau télé, qu'Édouard avait compris qu'à l'époque, sa mère ne pouvait probablement même pas s'offrir du vrai fond de teint. Hervé poursuit sur sa lancée, imperturbable. On a passé la barre des 10 millions de téléspectateurs, les chiffres viennent de tomber. C'est génial, génial. Non, mais tu plaisantes.
Là, 10 millions de personnes sur leur canapé à suivre en direct ton spectacle, c'est du jamais vu. Je crois que tu ne te rends pas bien compte de tout ce qui t'arrive. Là, heureusement que je te paye pour t'en rendre compte et m'en faire part. Alors, les yeux fermés, Hervé prend une longue inspiration et Édouard, qui connaît par cœur son manager, sait que ce n'est plus le moment de l'enquiquiner. Il pose sa main sur l'épaule de celui qui croit en lui depuis ses débuts et lui lance d'un ton plus sérieux. « Je plaisante, Hervé. C'est juste la pression qui retombe, ça ira mieux demain. Évidemment que je réalise que toute cette soirée, c'est du délire. Merci. » Son manager esquisse un sourire, puis repart en trombe donner ses dernières instructions à la journaliste qui patiente à quelques mètres de là, en compagnie d'un caméraman musclé. Quand il est interviewé, Édouard a souvent la manie de répondre aux questions dans la peau d'un de ses personnages, en particulier quand le journaliste en face de lui ne lui plaît pas. Peu importe que les critiques apprécient ou non ce qu'il qualifie souvent de défilade. Ce soir, lorsqu'il salue la jeune femme aux cheveux auburn savamment coiffés en un chignon flou qui est prête à lui débiter ses questions toutes faites, Édouard choisit d'être Zita. Après tout, ce sont les spectateurs qui l'ont adopté, réclamé à corps et à cri tout à l'heure. Alors pourquoi ne pas leur faire encore une fois ce plaisir ? D'autant que l'étrange moue de la journaliste lui semble d'une vulgarité sans nom, comme si le dédain était gravé de façon indélébile sur son visage. Il prend donc une pose exagérément féminine, répond aux premières questions en tournant une mèche de cheveux autour de son index, comme Zita adore le faire, entre deux coups de balai. Il voit bien que la journaliste est décontenancée, que derrière la caméra, Hervé articule de grands, non silencieux, mais il a l'habitude de ne faire que ce qui lui plaît, et surtout pas ce que quiconque pourrait attendre de lui. Yé soit très contente que les gens ayant été aussi nombreux à me regarder à la télévision ce soir, mais Yé doit vous avouer que Yé soit malgré tout un poco inquiète de me dire que pendant ces 2 heures de spectacle, ils auraient pu faire doux ménage chez eux, astiquer leurs vitres, faire briller leur... comment vous dites déjà ? Ah oui, faire briller leur argenterie. Édouard prend un air très sérieux, malgré l'agacement perceptible de la jeune femme au micro. « Merci, mais j'aimerais vraiment que vous acceptiez de vous dévoiler un peu plus, Édouard. Vous cultivez le mystère depuis des années, mais nos téléspectateurs adoreraient en savoir davantage sur votre vie privée, votre famille, vos amis, votre quotidien. Par exemple, est-ce que votre fils était au Stade de France ce soir ? Je suppose qu'il est extrêmement fier du tour de force que son père a accompli. » À cette phrase, Édouard se referme comme une huître, même si son visage reste impassible, même s'il ne se départit pas du sourire étincelant de Zita. En plus de 20 ans de carrière, il n'a presque jamais prononcé le moindre mot concernant son intimité, se protégeant grâce à ses personnages hauts en couleur, qui lui permettent d'oser tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, soupirerait Jean-Michel. Ce n'est certainement pas aujourd'hui que cela va changer. Il n'a jamais parlé de lui, a toujours laissé les médias raconter sa vie, imaginer son histoire, assembler son quotidien avec les indices, les témoignages qu'ils parviennent à grappiller. Édouard sait bien que sa vie privée n'a plus grand-chose de privé, mais il continue de refuser de participer à cet étalage absurde, affligé que les autres soient si friands de connaître des choses qui ne concernent que lui et n'ont rien à voir avec le personnage qu'il est sur scène. La jeune femme lui tend si avidement son micro qu'on pourrait croire qu'elle attend qu'Édouard le gobe. Arthur est-il fier de lui ? Que pourrait-il répondre à ça de toute façon ? Au premier rang, la chaise qu'il lui avait réservée était demeurée vide, et Édouard avait obstinément évité de poser son regard sur ce trou béant durant tout le spectacle. Son fils n'avait même pas fait l'effort de donner à un ami la place qu'il lui avait offerte, encore moins de la revendre au marché noir. Il n'avait pas non plus prévenu son père qu'il ne viendrait pas, n'avait jamais pour autant confirmé qu'il serait présent. Il n'y avait eu que le silence. Comme toujours, depuis près d'1 an, le micro s'agite avec impatience sous sa moustache et Édouard revient à son rôle. Oui, mon fils Rodrigo est très fier de moi, même s'il est très ennuyé que sa maman passe plus de temps à la télé qu'à nettoyer la cuisine. C'est un vrai fainéant, cet enfant. La journaliste adresse un sourire crispé à Édouard et leur échange de regards en dit long sur le bras de fer qu'ils opposent. Je pense qu'on peut arrêter là. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Finit par lâcher
à contre-cœur, la jeune femme, faisant signe au caméraman que l'interview est terminée. « Ce fut un plaisir », répond, le cœur léger. Édouard, reprenant brusquement sa vraie voix, « Je suis ravie de vous avoir rencontré. » Elle lui serre la main, vaincue, et l'humoriste se dirige vers la sortie, et ses fans qui doivent s'impatienter. Il signe des autographes à l'appel, sur des posters, des carnets, des t-shirts. On le prend en photo, on le mitraille, et il fait tout ce qu'il peut pour proposer son sourire le plus large à chaque fois. Il dit merci, merci, merci. Il le répète inlassablement. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est vous qui avez rendu tout ça possible, vous le savez. Puis, au milieu de la foule compacte amassée sur les barrières métalliques qui commencent à pencher dangereusement, il aperçoit Laurence. Discrètement, il lui fait un petit signe de tête, lui indiquant de le rejoindre devant le taxi aux vitres fumées qui l'attend pour l'emmener au restaurant. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, Édouard indique d'un regard au vigile sur le qui-vive que tout va bien. « Bonjour Laurence, j'espérais que vous seriez là ce soir. » Il la serre brièvement dans ses bras avant de se reculer pour la dévisager. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était il y a un peu moins d'1 an lors de sa précédente tournée des Zéniths. Elle était venue à celui de Toulouse, ravie qu'Édouard s'arrête dans la ville où elle avait passé toute sa vie. Ce soir, il se dit comme à chaque fois, malgré lui, qu'elle a un peu vieilli. La ride du lion qui s'est creusée, le teint un peu moins rosé, l'ovale de son visage qui semble légèrement plus flou qu'il y a quelques mois. Édouard et Laurence ont le même âge, et lorsqu'il la retrouve, ça le renvoie systématiquement au passage du temps, à son propre vieillissement, comme un reflet dans un miroir. Laurence peut se vanter d'être une de ses toutes premières fans. Elle a assisté à ses débuts au point-virgule en 1995, alors qu'elle était en vacances à Paris chez une amie d'enfance. Elle était venue l'aborder à la fin du spectacle, avec un enthousiasme contagieux. « J'ai adoré votre humour. Je suis certaine que vous irez très loin. » Depuis, elle n'a pas manqué de suivre sa carrière, de prendre son billet pour un spectacle de chaque tournée, parfois même 2 si son budget le lui permettait. Édouard s'est attaché à elle, lui proposant même, au bout de quelques années, de lui offrir sa place pour qu'elle vienne le voir, gênée qu'elle doive débourser des sommes de plus en plus importantes pour assister à ses shows. Elle a pourtant toujours refusé « Allons bon, je ne vois pas pourquoi je ne payerai pas mon billet. » Édouard a toujours été ému que cette femme puisse l'admirer, puisse croire en lui de façon impartiale, sans rien attendre en retour. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Un spectacle sur Mars, demande Laurence avec tendresse. Au fil des années, au fil des bribes de conversation volées, à la sortie des coulisses, Édouard avait appris à la connaître. Elle était venue à l'un de ces spectacles enceintes jusqu'aux yeux, des jumelles. Vous imaginez, adieu les nuits de sommeil. Il avait vu ces petites filles grandir en photo, touché que Laurence puisse si facilement le faire entrer dans sa sphère privée, qu'elle puisse se confier à lui comme si elle le connaissait depuis toujours. Comme si c'était normal de lui raconter sa vie à lui qui était si secret. Comme s'il faisait partie de sa famille presque. Très vite, il avait commencé à la chercher dans les rangées de spectateurs, à l'attendre, à l'espérer comme une vieille amie sur qui l'on peut toujours compter. Quand les médias s'étaient fait une joie de parler à tout bout de champ de son divorce, Laurence n'avait rien dit à Édouard, respectant sa réserve naturelle. Elle s'était contentée d'un petit courage, accompagné d'un regard un peu plus appuyé que les fois précédentes, et il avait compris à quoi elle faisait allusion, reconnaissant qu'elle ne vienne pas piétiner comme les autres son malheur tout frais. Et pourtant, Laurence lui avait avoué, quelques mois auparavant, que son mari l'avait quittée. Un soir de printemps, il en a eu sa claque des jumelles et de leurs disputes permanentes. Alors il a fait sa valise et il s'est tiré à main. Comme ça, sans crier gare, en me laissant seulement ses chaussettes sales disséminées dans la maison. Mais lorsque ça avait été le tour d'Édouard, elle lui avait simplement murmuré « Courage », et cela avait suffi. Ils discutent en une dizaine de minutes, Édouard ignorant délibérément son manager qui s'impatiente à l'intérieur du taxi. Avant de la laisser, il lui glisse quelques mots à l'oreille d'un air complice. Elle hoche la tête, et il sort de la poche intérieure de sa veste en jean noir une enveloppe marron, la lui tend avec délicatesse. À peine l'a-t-elle saisie qu'Hervé ouvre la vitre arrière du taxi et se penche à l'extérieur, visiblement agacé. « C'est quand tu veux. Tout le monde est déjà au resto. Hein ?»
l'humoriste serre à nouveau dans ses bras sa plus fervente admiratrice, lui chuchotant un discret « merci », puis ouvre enfin la portière de la voiture grise, croisant le regard désabusé de son manager, apparemment au bord de l'inanition. On est plus qu'en retard, comme d'habitude. Chapitre 14. Juin 1995. On est plus qu'en retard, comme d'habitude. Les doigts impeccablement manucurés de Djamila Medour pianotent sur la coudoir de son fauteuil à l'épais rembourrage. Elle jette un coup d'œil à sa montre, irritée que l'audition de la dizaine de candidats n'ait pas encore commencé. De l'autre côté du rideau, Édouard se ronge les ongles, terrifié malgré les savales et excitées de Magda. Le jeune couple a pour la première fois confié Arthur à la garde de Monique, le temps de faire l'aller-retour à Paris, dans la salle mythique du Pointe-Virgule, où certains des plus grands humoristes ont fait leur début. Il est le premier à passer, et il se demande si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça aurait sans doute été mieux de passer en dernier pour qu'on se souvienne de lui. Il a appris son sketch par cœur, a peaufiné chaque mot employé, l'a répété des dizaines de fois devant son miroir, puis devant Jonathan, son premier spectateur, celui qui hurle. On garde ou soupire. C'est nul, on jette avec assurance. Cela fait plus d'1 an maintenant qu'il se produit dans les quelques cafés-théâtres de Haute-Normandie qui acceptent les débutants. Il y teste les sketchs validés par Jonathan, puis par Magda, le cœur débordant de joie lorsque les spectateurs éclatent de rire et l'applaudissant. Souvent, pourtant, il a envie d'abandonner, le découragement s'abat sur lui. Je ne suis pas fait pour ça. Ce soir, personne n'a, ne serait-ce que souri. Tu imagines ? Il a des jours où il n'a qu'une envie, sortir de scène, sortir du bar, pour aller se cacher dans sa bagnole, oublier ces gens qui le regardent froidement, impassibles, oublier ceux qui sont restés à discuter entre eux pendant que lui essayait désespérément d'attirer leur attention avec ses blagues. Sa courbe de confiance oscille au gré des réactions du public clairsemé, malgré le soutien indéfectible de son frère et de sa femme qui lui répètent tous les deux qu'il a un véritable don pour tout transformer en gag hilarant. « C'est à vous !» lui lance un employé du Point-Virgule. Ne la faites pas attendre. Édouard a moins de 10 minutes pour convaincre, pour faire ses preuves. 10 minutes pour jouer toute sa vie, même si Magda lui a affirmé que s'il n'était pas sélectionné, ce ne serait pas la fin du monde, que personne n'avait de toute façon le monopole de l'humour. Il entre sur la scène, sourit discrètement à son unique spectatrice, assise dans une posture désinvolte au premier rang. Alors c'est elle, la directrice artistique qui a le pouvoir de le lancer, de tout changer pour lui. Édouard danse d'un pied sur l'autre, se triture les mains, se mord la lèvre inférieure. Djamila Medour sent la moutarde lui monter au nez. Encore un qui ne va pas réussir à sortir un mot, trop impressionné par l'audition. Quelle perte de temps! Elle hausse les sourcils en croisant le regard apeuré d'Édouard, et ses yeux semblent lui hurler en silence. « Qu'est-ce que tu attends? Tu crois qu'il n'y a que toi ?» Le jeune homme lui adresse une moue désolée, une grimace caricaturale. Il n'a toujours pas ouvert la bouche. Il regarde en l'air comme s'il cherchait à se rappeler son texte, soupire laborieusement. Ce cinéma dure près de 5 minutes, la moitié du temps imparti à Édouard pour être choisi par cette femme exigeante. Djamila ne sait dire à quel moment son agacement se mue en amusement, à quel moment elle comprend que le jeune homme debout en face d'elle n'est absolument pas tétanisé, mais que ça fait partie de son numéro. Quelque chose bascule imperceptiblement et devant les mimiques faussement terrorisées d'Édouard, elle se surprend à sourire, enfin. Alors, il commence à parler. Une simple phrase. Personne ne m'a jamais trouvé drôle, mais je vais vous prouver le contraire en moins de 5 minutes. C'est osé, et Djamila se demande ce qui peut permettre à ce gamin de se montrer si présomptueux. Elle remarque à peine le bégaiement volontaire d'Édouard, lui faisant signe de poursuivre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je fais mes courses, je suis du genre à systématiquement choisir la queue qui n'avance pas, c'est infaillible. La plupart du temps, je me retourne vers la personne qui vient d'arriver derrière moi et je lui conseille de se tirer vite fait. Cassez-vous. Vous pouvez être sûr que vous serez encore là dans une demi-heure. Fuyez, je vous dis. Édouard est comme transfiguré. Il vit son texte, comme enragé. Il joue son propre personnage, lassé d'attendre. Il joue la vieille dame qui lui passe effrontément devant. Non, mais elle me marche sur les pieds. Là, elle me grimpe littéralement dessus en faisant comme si de rien n'était. Il joue la caissière blasée, à la voix lente et monocorde. « Désolé, c'est l'heure de ma pause. » Là,
Va falloir patienter le temps du changement de caisse. Ma collègue arrive dès qu'elle a terminé sa cigarette. En quelques minutes, il propose toute une galerie de personnages plus vrais que nature. Et ce qui semble extraordinaire, c'est qu'ils sonnent tous justes. Toutes les situations désopilantes semblent tirer d'un quotidien tout ce qu'il y a de plus normal, où chacun peut se reconnaître instantanément. Le contraste avec le personnage exagérément introverti du début est tellement saisissant que Djamila se demande si ce garçon étrange ne souffrirait pas, peut-être, de schizophrénie pour se métamorphoser à la vitesse de l'éclair de façon aussi convaincante. Lorsque Édouard s'arrête de parler, qu'il est à nouveau comme seul sur scène, la redoutable directrice l'observe avec attention. Le jeune homme reprend son souffle, sérieux. Attend le verdict, anxieux. Le silence s'allonge, s'épaissit autour d'eux. Enfin, Djamila décroise les jambes et se redresse sur son fauteuil. C'est pas mal. Ça te dit de participer à la scène ouverte de dimanche? Édouard acquiesce, abasourdi. On verra si tu fais rire le public. Merci. Je ne vous décevrai pas. Djamila repousse sa frange ébène de ses yeux et étouffe un petit rire narquois. Ce n'est pas moi que tu dois éviter de décevoir, à présent. D'un geste de la main, elle lui signifie qu'il peut disposer, encore neuf à voir défiler aujourd'hui. Édouard retourne en coulisses sans demander son reste, impatient d'aller annoncer la bonne nouvelle à Magda. Les semaines suivantes sont harassantes. Édouard travaille à l'agence immobilière du mardi au samedi, fait l'aller-retour tous les dimanches à Paris pour participer à la scène ouverte du Trempoint. Magda l'encourage et, s'il culpabilise d'être moins présent qu'il le voudrait pour sa femme et pour son fils, il se persuade que ce n'est que temporaire, que ce n'est de toute façon pas le moment de lâcher prise. Le jour où Djamila le convoque dans son bureau après l'une de ses prestations, il se dit que c'est sûrement maintenant que tout s'arrête. Si sa porte est ouverte quand j'arrive, alors tout ira bien, pense-t-il pour se rassurer. Mais la porte rouge vif est fermée, et Édouard sent tout espoir l'abandonner lorsque son poing frappe discrètement et qu'il entre sans attendre. Il l'a bien senti tout à l'heure, le public était plus réservé, plus frileux, peut-être qu'Alphonse, son nouveau personnage d'agent immobilier malhonnête, n'est pas encore au point, ou peut-être qu'il était moins en forme que les week-ends précédents, ou peut-être que tu as de quoi tenir une heure. Pardon. Tu as assez de sketch pour tenir une heure, répète Djamila, de son air naturellement exaspéré. Oui, je pense, répond Édouard, hésitant. Tu penses ou tu es sûr? Je suis sûr, affirme-t-il avec plus de fermeté. J'ai un désistement pour le mois de septembre, 3 soirs par semaine, du jeudi au samedi de 19 à 20h. Si ça fonctionne, on te programmera pour octobre et novembre à 20h. Elle n'attend pas de réponse, tellement il est évident qu'une proposition pareille ne se refuse pas. Édouard se retient de la remercier, il sait déjà à quel point Djamila déteste tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du sentimentalisme larmoyant. Il se contente donc de disposer, le cœur battant la chamade. Il a 2 mois pour avoir de quoi tenir une heure sur scène, lui qui tourne sur 4 ou 5 sketchs bien rodés depuis plus d'1 an. Les mois d'été sont donc studieux, Édouard passant ses soirées à écrire dans son carnet en cuir de nouveaux textes qu'il rature régulièrement avec fureur. Magda marche sur des œufs, ne sait pas comment atténuer son anxiété, sa peur d'échouer qui ne le quitte plus à présent que quelqu'un du métier lui offre la chance de sa vie. Elle s'est faite à son habitude de sauter sur son carnet en plein milieu d'une conversation, d'un repas en famille ou d'une promenade sur la digue. Rien ne l'étonne plus. Elle ne lui demande même pas quelle idée vient de fuser dans son cerveau. Elle sait qu'invariablement il lui répondra qu'elle saura plus tard. Arthur fête ses 2 ans, et lorsqu'il souffle ses bougies en crachant à moitié dessus, lorsqu'il applaudit en babillant à la vue des flammes qui oscillent, Édouard se dit qu'il n'a jamais été si près de faire la fierté de son fils. Si tout se passe bien, dans quelques années, Arthur pourra s'exclamer crânement devant ses camarades d'école que le métier de son père, c'est de faire rire les autres. C'est bien le but de tous ces efforts, après tout. Voir dans les yeux émerveillés de son enfant la preuve qu'il vaut quelque chose. Le mois de septembre fébrilement attendu arrive enfin, et les premiers one-man shows d'Édouard sont un succès. Soir après soir, semaine après semaine, il se demande pourquoi les spectateurs continuent d'affluer, de venir aux pointes-virgules exprès pour lui. Djamila le programme jusqu'à la fin de l'année,
Et un soir, alors qu'il vient d'éteindre sa lampe de chevet, Magda lui souffle qu'il serait peut-être temps de faire le grand saut, qu'il va finir par s'épuiser en jonglant sans cesse comme il le fait depuis plusieurs mois. Au pire, on se serrera un peu la ceinture en comptant surtout sur mon salaire. Dans l'obscurité de la chambre, Édouard sourit. D'autant plus qu'Arthur refuse de manger autre chose que des pommes de terre. L'effort ne serait pas si surhumain pour lui. Magda pouf, tu ne la notes pas dans ton carnet. Celle-là. Cette nuit-là, cependant, il peine à trouver le sommeil. La méfiance reprend le dessus, s'infiltre comme une ombre menaçante. Et si tout ça n'était qu'une chimère, un caprice, et si là-haut, quelqu'un s'amusait à lui faire croire qu'il était sur la bonne voie pour que la dégringolade n'en soit que plus douloureuse. Il faut bien se hisser en l'air pour tomber, être aspiré dans un trou béant. Pourquoi aurait-il le droit de désirer la chance de s'envoler, alors que son frère, à 20 ans, s'endort encore, soir après soir, dans le même lit superposé à moitié vide, n'ayant jamais pu s'offrir le luxe de rêver à quoi que ce soit. Oui, cette nuit-là, Édouard tourne encore et encore dans son lit, rejetant les draps qui s'en mêlent entre ses jambes, incapable de trouver le sommeil dont il aurait pourtant bien besoin. Une question, lancinante, pernicieuse, se faufile au creux de son oreille. En quoi mérite-t-il tout ce qui lui arrive ?